Bonjour à tous. Merci pour cette initiative. Merci au CNPA, à son président que je salue et que je félicite. Et donc quelques points d'abord, peut-être un peu macro pour situer le contexte. On vient d'une situation sur l'exportation qui, si on se replace au début des années 2000, est une situation extrêmement favorable pour la France qui s'est construite sur les 20 ou 30 années précédentes, dans une dynamique de production et de position de la France à l'international affirmée et extrêmement efficace. Et puis ce qu'on observe depuis le début des années 2000, c'est une lente dégradation, érosion de notre compétitivité, de notre capacité d'export. Alors il y a plusieurs éléments qui se télescopent. Il y a celui qui a été évoqué à l'instant par Nicolas Bouzou, c'est celui de la compétitivité globale du secteur industriel. Bon, le niveau social, fiscal, environnemental, etc. Je pense qu'il n'y a rien auquel l'industrie agroalimentaire a pu échapper dans ce contexte-là. Après, il y a le contexte de la production agricole elle-même, avec un contexte de surtransposition et donc un affaiblissement de nos capacités de production qui, inévitablement, vont jouer sur nos capacités d'exportation. On exporte beaucoup plus de produits bruts et on importe des produits transformés. Donc c'est aussi une forme d'affaiblissement parce que notre balance commerciale, c'est le solde entre nos exportations et nos importations. On a trois gros moteurs, ils ont été cités. C'est les vins et spiritueux, les céréales et les produits laitiers qui fonctionnent et qui continuent de fonctionner. Mais on a une lente érosion depuis le début des années 2000 et puis on a une accélération sur les 5-6 dernières années qui sont liés à des phénomènes du coup plus conjoncturels, mais dont certains sont en train de devenir structurels. Il y a les effets du changement climatique qui affaiblissent encore nos capacités de production et vont avoir un impact sur nos exportations. C'est le cas des céréales sur la dernière année. Et puis, on a les effets aussi de la géopolitique. Ça a été très largement évoqué, et les conflits politiques et les conflits commerciaux, et le fait que les produits agroalimentaires sont souvent utilisés comme des leviers, j'allais dire, d'ajustement ou des variétés d'ajustement de ces conflits, pris en otage quelque part. Voilà, et puis ce qu'on constate aussi, c'est une évolution peut-être des modes de consommation qui influent aussi sur, dans le changement des comportements, les produits adaptés à ces exportations ou à ces produits consommés ailleurs dans le monde. Et donc notre balance commerciale, dont on disait qu'elle était puissante sur le secteur agricole et agroalimentaire, elle se situe aux alentours de 15 milliards jusqu'à un passé récent, entre les années 2015 et 2020. Et puis, si on prend les derniers chiffres que l'on a, eh bien, en 2000, le solde de la balance 2024 est très faiblement positif. Et puis, si je prends les chiffres de l'année 2025, en balance commerciale sur juillet 2024, juin 2025, en glissant, voilà, en données glissantes, la balance commerciale a baissé de 90%. On avait un solde juillet 2024, juin 2025, qui est à peu près de 575 millions positifs, alors qu'il était de près de 6 milliards un an auparavant. Et puis si je prends les chiffres de septembre, ils sont encore plus inquiétants, puisque en glissant sur septembre 2024, septembre 2025, la balance agroalimentaire française est déficitaire de 158 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on est dans une perspective d'avoir une balance commerciale agroalimentaire française qui serait négative pour la première fois depuis 1978. Et c'est donc quelque chose d'inédit. Encore une fois, c'est la situation entre nos capacités d'exportation et nos importations. Nous rétrogradons très sérieusement sur nos capacités d'exportation. La part de la France à l'export dans le monde, à travers tous les produits qui circulent, baisse. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'on s'est plutôt amélioré vis-à-vis du reste de l'Europe, alors que c'est plutôt là où on se dégradait le plus, puisqu'on serait en légère augmentation dans nos exportations avec le reste de l'Europe. Ça baisse avec le reste du monde de à peu près 4%. Mais surtout, et j'insiste, nos importations augmentent. Et ça traduit bien la faiblesse de notre appareil de production agricole et industrielle. Alors, vous les avez mentionnés, mais peut-être rappeler les filières qui sont les plus touchées et celles qui s'en sortent finalement peut-être un peu mieux que les autres. Alors, qui s'en sortent un peu mieux dans l'instant où on se parle, je suis désolé, je ne vais pas avoir beaucoup d'exemples. Celle qui souffre le plus, et je regarde Jérôme, c'est celle aujourd'hui des vins et spiritueux parce qu'elle cumule tous les handicaps auxquels j'ai fait référence jusqu'ici, les effets du changement climatique, ceux de la géopolitique, ceux des changements de mode de consommation.
et elles font surtout aujourd'hui l'objet d'une prise en otage par un certain nombre de conflits commerciaux, notamment les droits de douane avec les USA, mais pour lesquels, finalement, on n'a pas encore totalement les retombées. Donc, mais on est à moins 2% des chiffres que j'ai, moi, vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il y a eu de l'anticipation. En revanche, on aura les effets très probablement sur les prochains mois et les prochaines années. Là où c'est très significatif pour la filière viticole, c'est sur la Chine, avec ce qui a été, enfin, ce qu'on appelle les études qui sont faites par la Chine sur le dumping des filières agroalimentaires. Les produits laitiers, ils sont en recul de 24%, là aussi en balance commerciale glissante. C'est en balance commerciale, les chiffres que je donne, pardon, pour la filière vitis, c'est en balance commerciale. Moins 24%, c'est énorme. La filière laitière, qui est un moteur des exportations, est en recul de manière inquiétante. Les céréales, pour des raisons là aussi peut-être assez conjoncturelles, sont en recul de 20%, mais il y a un effet structurel sur les céréales. C'est que d'abord, on a un certain nombre de clients historiques, mais je pense que Philippe en parlera, donc je ne vais pas forcément développer. Donc il y a des effets qui sont là aussi qui deviennent structurels. Et puis d'une manière un peu, des produits d'épicerie sur lesquels la balance commerciale en glissant est en recul de 19%, le sucre également de 18%, et la viande et les produits carnés, ça c'est inquiétant, de 17%. Vous savez qu'il y a des secteurs sur lesquels nous sommes extrêmement déficitaires et sur lesquels il est évidemment important que nous puissions regagner d'abord des capacités de production pour pouvoir reconquérir de l'exportation et même de l'autosuffisance française. Alors, voilà. On reviendra sur les enjeux, mais je voudrais passer la parole à Philippe Ezel. Aujourd'hui, que représentent les exportations pour la filière céréalière ? Oui, merci Raphaël de cette question. Bonjour à tous. Pour la filière céréalière française, l'enjeu de l'exportation est tout simplement vital puisque on dit que bon an mal an, 50% de notre production céréalière est exportée, en partie sur l'Union européenne, nos voisins pays de l'Union européenne, mais en majorité dans les pays tiers, notamment sur la zone sud-Méditerranée, Proche-Moyen-Orient, jusqu'en Chine dont on a déjà parlé. Donc vital aussi parce qu'on est sur des marchés globaux, donc les prix de nos produits céréaliers, que ce soit les céréales brutes ou les produits transformés, se construisent à l'international. Voilà, donc l'exportation, c'est pas un choix, c'est une nécessité absolue pour la filière. Comme Dominique l'a déjà évoqué, on a des marchés avec... ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que nos marchés, en fait, c'est pas l'export. Ce sont une multitude de marchés, de clients à l'international, avec des profils différents, qui sont en général tout aussi qualitatifs que nos clients ici sur le marché intérieur, si ce n'est parfois plus. Je peux citer par exemple ce fameux exemple de la meunerie marocaine, qui est un marché de privé, donc qui a les mêmes ressorts finalement que le marché français ou le marché belge à côté de chez nous. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête, parce que sans compétitivité, sans écoute de ces clients-là, c'est difficile effectivement d'être performant à l'exportation. Je dirais, mais on va peut-être y revenir, on a effectivement, Dominique l'a dit, des performances qui s'amenuisent ces dernières années. Alors pour des questions toutes bêtes, j'allais dire, de production. Si on ne produit pas, on n'exporte pas. Ou si on produit moins, on exporte moins. Donc ça, c'est fondamental. Production de la matière première de base, mais aussi sur des produits transformés. Et puis, un certain nombre de questions géopolitiques qui nous posent de sérieux problèmes. Mais on pourra y revenir. On peut évoquer par exemple le cas d'un client très important qui est fermé aux importations céréalières françaises, qui est l'Algérie, le marché algérien, qui est un marché, lui, public, par opposition au marché d'acteurs privés, qui est le marché de son voisin marocain, et qui pose un certain nombre de difficultés, effectivement, lorsqu'il politiquement ne veut plus faire appel aux acteurs français. Pour autant, il y a des enjeux qui sont importants, notamment pour la vitalité des territoires. On l'avait évoqué avec Nicolas Bouzou. Pour le consommateur, quels sont les enjeux ? Oui, alors effectivement, Nicolas Bouzou l'a bien dit, c'est
nos productions, alors je parle de la filière céréalière, mais plus largement les productions agricoles, capital pour la vitalité des territoires, le nombre d'emplois que ça génère, la richesse finalement que ça crée dans des régions où il n'y a pas forcément beaucoup d'autres opportunités. Donc très important pour nos territoires ruraux. Pour la filière elle-même, se frotter à l'international, je dirais, c'est aussi la possibilité d'une dynamique saine, d'une émulation, je dirais presque, à partir du moment où on peut le faire de façon équitable, si je puis dire. Mais être à l'écoute des besoins clients, être conquérant, comme Yannick l'expliquait ou le disait dans son introduction, ben, ça pousse à beaucoup de choses. Ça pousse aux innovations, ça pousse à tenir une performance. Donc c'est quelque chose que l'on peut voir positivement aussi, que l'on doit voir positivement aussi. Je dirais aussi, mais ça a été dit, pour le consommateur français, en fait, l'étude était assez intéressante de voir que le consommateur, le français, le citoyen français, je ne sais pas si c'était le consommateur ou le citoyen, pour les céréales, un peu des deux. dit bah oui, les deux. Bon, bien. Ils réagissent pas toujours de la même façon quand on est consommateur ou quand on est citoyen, mais c'est quand même au final avoir une agriculture, une céréaliculture en l'occurrence performante et exportatrice, c'est l'assurance d'avoir au meilleur coût le meilleur produit, indirectement ou plus ou moins directement. Donc ça, c'est quelque chose de très important que on n'aurait pas si ça on apporte pas de en la tant valeur que consommateur, en tant que Français, si notre marché était déficitaire, c'est évident. Et puis il y a toute cette dimension géopolitique qu'on a déjà évoquée sur des marchés finalement qui sont, il faut bien avoir en tête. Et quand on est français et qu'on ne s'intéresse pas plus que ça à l'agriculture, encore moins aux céréales, on est entouré finalement de pays qui sont structurellement déficitaires en céréales, très proches de nous. C'est la rive sud de la Méditerranée, c'est le Proche et Moyen-Orient. Et donc il y a là vraiment, au-delà de tout ce qu'on a dit, un enjeu géopolitique qui est majeur quand on parle de céréales, pouvoir participer à l'équilibre alimentaire de ces pays proches, de notre circuit court en céréales. Quand on parle Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, c'est notre circuit court vraiment, le bassin méditerranéen. Et donc participer à cet équilibre alimentaire, c'est majeur. C'est vraiment une dimension de la souveraineté alimentaire qu'il ne faut pas omettre quand on parle de souveraineté alimentaire. Alors ça, c'était pour la filière céréalière. Dominique Chargé, en quoi les exportations sont-elles vitales pour les autres filières agroalimentaires ? Ben, il a été déjà dit beaucoup de choses, il va y avoir des similitudes. Moi, je pense que le premier sujet, c'est celui des équilibres économiques de nos entreprises, parce que la saturation des outils par la production, j'allais dire, de biens destinés ou de produits destinés à l'exportation va permettre d'écraser les charges fixes et donc de nous permettre d'investir, de dégager des capacités d'investissement, de moderniser et surtout de mettre en œuvre l'ensemble des transitions et des transformations de nos outils, de nos appareils de production auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Le deuxième point, c'est que finalement, par l'amélioration de cette compétitivité de notre production, ça nous permet aussi, pour le consommateur français, d'avoir accès à un produit qui soit un produit dans les plus hauts standards qualitatifs du monde, mais à des prix accessibles, puisque le fait d'avoir des outils plus compétitifs aura un effet levier sur l'accessibilité prix pour le consommateur français. Et il me semble que c'est un des enjeux aujourd'hui importants auxquels on doit aussi répondre et en conscience. Je sais que j'en échange souvent avec Stéphane Travers qui est ici. Et dans une audition récemment, la question de l'accessibilité est une question évidemment essentielle. Et puis, ça a été dit, mais je vais le redire, c'est vraiment un levier de prospérité pour nos territoires en termes de revenus, en termes d'emploi, en termes de dynamique. C'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui sur nos territoires. Le deuxième point, en dehors des questions... Alors, si, quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est que je pense qu'un des premiers leviers pour l'exportation et la volonté d'aller exporter pour les entreprises, c'est aussi, dans l'agroalimentaire, et je regarde Jean-Paul, c'est aussi d'aller créer de la valeur sur la base de l'excellence qualitative
et de la qualité sanitaire des filières françaises et l'excellence gastronomique, la réputation gastronomique de la France. Un des premiers leviers, et je pense qu'il faut, enfin, on n'en parle pas assez, mais c'est le premier levier, un des premiers leviers, c'est celui de la valeur et la qualité des produits français plébiscités un peu partout dans le monde. Et puis en deuxième levier, il y a celui des équilibres de matières premières. Ça a été dit par Thierry Meyer tout à l'heure. C'est d'abord le fait d'avoir des produits qui ne sont pas consommés sur le territoire. Donc il parlait des pieds de cochon, mais on pourrait parler d'une certaine façon de coproduits. C'est vrai aussi pour un certain nombre de coproduits issus de la transformation laitière et notamment de poudre de lait qu'il nous faut pouvoir exporter pour faire nos équilibres matières. Bon, c'est aussi des filières qui sont très météodépendantes et qui peuvent être liées à des équilibres où l'export peut être un levier qui va permettre d'équilibrer, j'allais dire, et d'ajuster le marché. Il y a ce que vient de dire à l'instant Philippe sur le fait qu'on a aujourd'hui des territoires qui sont structurellement dépendants de la production d'autres territoires dans le monde, et c'est notamment le cas des céréales pour le pourtour méditerranéen, mais il l'a très bien dit. Et puis le fait aussi qu'on peut avoir des situations conjoncturelles de baisse, de stagnation de la consommation en France qui peuvent nous obliger à avoir là aussi des leviers d'ajustement. Mais en tout cas, l'export, il est déterminant d'abord sur les questions économiques et c'est aussi quelque chose d'indispensable dans nos équilibres matières d'une manière générale. Alors, on revient sur le sujet de la compétitivité et de son importance pour la filière avec vous, Philippe Heuzel. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui cette compétitivité ? Pas mal de choses. Effectivement, l'export, on n'y voit que des avantages. Si et seulement si nous nous donnons les moyens de cette compétitivité. C'est clair, elle est menacée probablement déjà par une perte de productivité au niveau de la production. Alors, il y a l'aspect climatique quand on parle production agricole en tant que telle, mais il y a quand même aussi, de plus en plus, une perte de possibilités, de moyens de production, de solutions, on va dire, avec de plus en plus d'interdictions qui ont fait d'interdictions de solutions, justement, sans avoir la possibilité immédiate d'y suppléer. Donc ça aboutit très, très directement au niveau de la production à une perte de matière, une perte de productivité, puisque notamment en matière de céréales, l'aspect volume compte énormément sur la rentabilité de la filière. Donc beaucoup de choses que l'on pourrait évoquer au niveau de la compétitivité, mais en tout cas des enjeux auxquels il faut répondre. Que ce soit donc les moyens de production, que ce soit adopter des nouvelles techniques en termes notamment de génétique, être dans la même course finalement que nos concurrents à l'international sur ces sujets de productivité et donc de compétitivité. Et puis ensuite, il y a ces sujets qu'on a déjà évoqués, et là on a besoin des pouvoirs publics et de la prise de conscience des pouvoirs publics pour y répondre. C'est que on a pour la partie céréale, pour la filière céréalière, pardon, mais je pense que c'est vrai pour toute l'agriculture. On a un certain nombre de choses, de défis qui nous viennent fort à anticiper. Alors je pense là pour la filière céréalière, notamment à la future intégration de l'Ukraine dans le marché de l'Union européenne. J'allais dire le marché commun, c'est un petit peu dépassé, mais dans l'Union européenne. Donc anticipation, c'est aussi la base d'une compétitivité. Donc, quand on parle de l'Ukraine, oui à l'Ukraine dans l'Union européenne, mais pas de n'importe quelle manière, sinon, effectivement, ça sera un boulet de plus au pied de l'agriculture française. Donc, il y a le sujet de la compétitivité, il y a aussi des freins, des contraintes qu'on peut rencontrer aujourd'hui à l'export. Philippe Heuzel, rapidement, quelles sont Alors oui, beaucoup de contraintes. Alors, des contraintes aussi peut-être difficiles à appréhender pour le grand public, mais des contraintes de réglementation, de procédures longues. Le fait qu'il y ait des procédures de la réglementation n'est pas un problème, ou de la normalisation n'est pas un problème en soi. Par contre, on a toujours l'impression qu'en France, ça prend beaucoup plus de temps que nos concurrents. Peut-être aussi au niveau de la promotion en tant que telle, beaucoup d'acteurs qui n'interviennent pas toujours de façon très coordonnée. Donc c'est une bonne initiative que le CNPA a eue aujourd'hui. Si on balaye un petit peu devant nos portes, mieux s'organiser,
on a effectivement cette idée, elle est juste, que la filière agricole, et notamment céréalière en France, est bien organisée. Néanmoins, il y a certainement encore des progrès à faire. Ça, c'est regardons chez nous. En céréaliculture, en filière céréalière, la logistique est quelque chose de fondamental. Donc on a besoin à la fois de tenir cette compétitivité logistique, et ça nécessite à la fois des investissements et à la fois des soutiens publics, notamment au niveau des infrastructures, maintenir des infrastructures en place, très très important. Et puis, alors je parlais sur transposition française, mais au niveau de l'Union européenne aussi, l'impression que la politique agricole n'est plus une politique qui encourage la production, mais qui au contraire pèse sur la production et grève donc cette compétitivité. Un exemple très actuel, c'est la mise en place des mesures d'ajustement carbone aux frontières sur les engrais, sans avoir de règles claires du tout de comment cette mesure va s'appliquer, et sans, même si le président Macron a fait une déclaration il y a peu, sans pouvoir imaginer que ça va venir gréver la compétitivité des produits agricoles, alors que voilà, c'est une taxe supplémentaire finalement qui va être à la charge des producteurs et donc de toute la filière. Et on revient au sujet de la compétitivité. Et on revient sur le sujet de la compétitivité. Donc, nécessité d'avoir des choix politiques longs, une vision claire. Si on reste sur l'Europe, on a une politique agricole, il faut le savoir quand même, dont les soutiens se sont érodés de 50% depuis 1992 en euros constants, ou en francs et en euros constants. Donc ce soutien public-là qui n'est plus là, ça pèse aussi sur la compétitivité indirectement. Et puis plus généralement, cette idée fausse que si on se replie sur soi, on sera plus heureux. En fait, non, il faut accepter cette concurrence à partir du moment où elle est saine et loyale et se battre pour. Alors, on va aller du côté de la région Bretagne avec vous, Arnaud Lécuyer. Que représentent les exportations agricoles et agroalimentaires dans l'économie de votre région ? Alors déjà, bonjour à tous et merci au CNPA pour son invitation à échanger ce matin. Ce que représente l'export agricole et agroalimentaire pour la région Bretagne, 3 points. Le premier, c'est une fierté. Le deuxième, c'est une question d'équilibre aussi de notre balance commerciale à nous, région Bretagne. Et le troisième point, c'est une richesse. Le premier point, la fierté. Je ne sais pas si les Bretons sont particulièrement fiers, mais il n'y a pas plus fier qu'un Breton qui se retrouve à l'autre bout du monde et qui trouve une boîte de pâté ENAF dans un rayon, dans un pays improbable. Et je peux vous assurer que des exemples comme ça, donc pâté ENAF, donc filière porc, vous l'aurez compris, mais on a des très belles pépites bretonnes aussi qu'on arrive à exporter. Je prends les gavottes, des petits biscuits avec une production qui est unique au monde. Elle est faite en Bretagne et elle s'exporte notamment vers les États-Unis. Peut-être des produits peut-être moins de luxe. La poudre de lait infantile, ça a été évoqué par Dominique tout à l'heure. Poudre de lait infantile, c'est une fierté aussi de voir que la Bretagne, que des entreprises, des coopératives bretonnes, la Laïta en l'occurrence, est choisie notamment par des pays comme la Chine, parce qu'ils ont confiance dans nos produits, ils ont confiance dans la qualité sanitaire. Je peux vous dire ça, les Bretons, ça les rend fiers. Puis on n'est pas des exportateurs dans les vins et spiritueux, assez peu, mais on a quand même des distilleries bretonnes, Waregem à Lannion, qui arrivent à exporter aussi ces produits. Donc le premier point, c'est une vraie fierté bretonne que d'arriver à voir nos produits qui se retrouvent partout dans le monde, dans les biberons, mais aussi sur les plus grandes tables. Deuxième point, c'est une question d'équilibre. La balance commerciale de la Bretagne, elle est déficitaire. Elle est déficitaire, mais la balance commerciale agricole, elle est excédentaire. Elle est excédentaire d'environ 2 milliards. Donc imaginez sans l'agriculture ce que serait la balance commerciale de la Bretagne, même si depuis 2022, on a divisé notre déficit commercial. Mais ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et le troisième point, c'est une richesse. Les entreprises agroalimentaires en Bretagne, il y a 1200 communes dans notre région. Et il y a l'équivalent, il y a 1200 entreprises de l'agroalimentaire.
Imaginez donc le poids que cela peut représenter en termes de développement économique, en termes d'emploi et sur le PIB breton. Les exportations pour la région Bretagne, l'agro, c'est 6% de notre PIB. Alors 6%, on va dire, ça peut être relativement peu, peut-être par rapport à d'autres régions, mais si on prend nos exportations, juste nos exportations, c'est plus de 50% qui sont liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Donc là aussi, un poids particulièrement important. Et donc, une fierté, une question d'équilibre et une question de richesse. Alors, vous l'avez évoqué, Pathé Hénave, Gavotte, à vous écouter, on a l'impression que exporter, c'est facile. Aucune contrainte pour les exportateurs de votre région. Non, mais la question des contraintes, chacun voit où est située la Bretagne. Oui, je vous le confirme. C'est relativement facile. Nous sommes ce que l'on appelle une région périphérique. Nous sommes une région périphérique. C'est-à-dire que quand vous voulez exporter, nous sommes la première région productrice de tomates en France. Lorsque vous êtes dans le Nord Finistère, grande région de production, vous êtes au bout de la Bretagne, au bout de la France et au bout de l'Europe. Donc, lorsque vous devez exporter, on a des marchés sur lesquels il faut exporter. Et globalement, la Bretagne, 65% de nos exportations, ça se fait dans les pays limitrophes. Un, c'est l'UE, et puis autrement, c'est l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Donc, quand vous êtes à la Pointe Finistère, c'est pas exactement pareil que vous êtes dans le bassin parisien, dans le nord de la France ou dans le Grand Est. On est un petit peu plus loin. On a des frais de logistique et de transport un peu plus importants. Quand les exportateurs payent les premiers kilomètres, c'est nous qui les payons. Et on est un peu plus loin des grands hubs maritimes. On est un peu plus loin de Le Havre, Rotterdam, Anvers par rapport à d'autres régions. Donc là aussi, il y a des surcoûts qui sont liés à la position géographique de la Bretagne. Et après, on retrouve ce qui a été évoqué dans les interventions précédentes, des barrières réglementaires, évidemment. Et ça, pour des petites PME, parce que la Bretagne, elle est constituée principalement de petites PME. Donc quand vous êtes une PME, vous voulez aller à l'international, vous voulez aller à l'export, ces barrières, on va dire, réglementaires, elles peuvent nous poser un souci. Deuxième point, c'est les barrières douanières. Alors, il y avait des discussions là avec les États-Unis. Je dis les États-Unis, c'est très très peu dans les exportations en Bretagne, ça doit être un peu moins de 2%. C'est 110 millions de valeur, donc ça représente peu, mais pour des entreprises, je l'ai cité, les Gavotte, par contre, pour eux, par exemple, cette entreprise, cette biscuiterie, écoutez, ça va leur représenter un surcoût et une difficulté d'accès au marché. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, des tensions diplomatiques. On a exporté, on a eu quelques exports vers l'Algérie. Des plants de pommes de terre. On fait des plants de pommes de terre en Bretagne, on a de l'export sur l'Algérie. Tension diplomatique, ça a été très compliqué. J'ai évoqué la tomate tout à l'heure. Là aussi, une question diplomatique. Je ne suis pas sûr qu'on exportait beaucoup de tomates vers l'Algérie, mais par contre, la France, dans ses relations diplomatiques régionales, a surinvesti le Maroc pour enquiquiner, je vais être poli, l'Algérie. Eh bien, en surinvestissant le Maroc sur les questions agricoles et alimentaires, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de l'importation, des facilitations sur l'importation de la tomate. Et les producteurs en Bretagne, mais pas uniquement, sud de la France, ont également été concernés. Et vous avez la fameuse barquette de tomates cerises à 99 centimes, les 250 grammes, quand nous sommes autour de 2 euros. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très problématique, qui se retrouve en Bretagne, mais qui peut se retrouver dans chacune de nos régions. Alors, je crois que Dominique Chargé souhaitait réagir. Oui, je voudrais dire un mot, parce que je me sens un peu concerné quand... Alors, je suis pas breton, moi, de territoire. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je me sens très concerné par une entreprise dont tu as parlé et qui exporte. Et je peux confirmer qu'il n'y a rien de plus faire même qu'un Nigérien, en l'occurrence, qui voit dans un pays très reculé en Afrique, où il y a tout simplement dans un store un petit frigo et dans lequel on voit un produit Madame Loïc. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a un sentiment de fierté particulier. Plus sérieusement, et le deuxième point, c'est de dire que ce qui pèse aujourd'hui aussi très fortement, ça a été dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le rappeler, les questions tarifaires, douanières ont été évoquées, je pense que tout le monde les a en tête, mais il y a la question aussi des parités monétaires, de la parité. Tous les exportations aujourd'hui aux États-Unis, la sanction entre guillemets
est quasiment doublé quand vous devez faire le change aujourd'hui de l'euro en dollars pour exporter. Et ça, c'est aussi un sujet qui va probablement, qui a un côté un peu inquiétant, en espérant qu'il soit que conjoncturel, mais on n'est jamais sûr de rien. Alors, on revient à la région Bretagne. Quelles aides est-ce que vous apportez à l'export au niveau de la région ? Alors, la région Bretagne, c'est un soutien historique à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Et puis, on a compris que pour que notre agriculture, notre agroalimentaire puisse se développer, il fallait les accompagner vers l'export. Alors, on a mis plusieurs aides et plusieurs dispositifs d'accompagnement. Le premier point, on a ce qu'on appelle Bretagne Commerce International, BCI, donc qui est en relation entre la région Bretagne et la CCI de Bretagne, qui permet d'accompagner les entreprises qui veulent aller à l'export. Et j'ai dit, c'est particulièrement important, on n'a pas que des très grands groupes internationaux chez nous en Bretagne, ou des très grandes coopératives internationales, on a aussi des petites PME. Et là, on a besoin de les accompagner. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait de l'accompagnement individualisé, personnalisé, avec BCI. On les emmène aussi sur des salons. On fait la promotion. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des aides qui sont mobilisées par la région européenne dans le cadre de la gestion de la politique agricole commune, des fonds du FEADER. Et petit aparté, je vous invite les uns les autres à bien regarder ce qui se passe en ce moment dans le cadre des négociations européennes sur les crédits européens pour 2028-2034. Sans faire offense à mon voisin, il n'y a pas que le PLF dans la vie, parce que le PLF, c'est pour un an. Je veux dire, si on se plante, on peut se retrouver l'année suivante. Les 2000 milliards qui sont en discussion dans le cadre de la PAC, si vous vous plantez, c'est pour 7 ans. Donc faisons bien attention, ne délaissons pas bien entendu le PLF et les discussions qu'il peut y avoir, mais ne négligeons pas non plus les négociations et les discussions sur la PAC, parce qu'à l'intérieur des discussions sur la PAC, il y a aussi des questions à la fois pour nos agriculteurs, c'est pas pour la partie amont, mais également pour la partie aval et pour nos entreprises de l'agroalimentaire. En Bretagne, depuis un peu plus de 2 ans, ce sont 26 millions d'euros qui ont été mis pour l'agroalimentaire, pour la compétitivité, pour l'amélioration des conditions de travail et aussi pour favoriser l'export. Troisième point, c'est un volet presque, j'allais dire, quasi diplomatique aussi pour la région Bretagne. Aujourd'hui, le président de région Bretagne est en Pologne. Il est en Pologne pour quelques jours. Et je sais que dans ses valises, il a emmené quelques produits bretons, évidemment, mais il a aussi emmené des entreprises agroalimentaires, je pense qu'il y en a au moins une, mais autrement des entreprises bretonnes. Donc quand on fait le voyage, on fait aussi de la diplomatie. Ça a été très bien fait aussi par son prédécesseur Jean-Yves Le Drian. Et partout où on va, c'est important aussi, même qu'on est entre guillemets qu'une région, c'est important. Et puis d'investir, j'ai évoqué la politique agricole commune, on investit aussi Bruxelles avec un bureau permanent qui est à la fois une base pour la région Bretagne, mais pour toutes les entreprises bretonnes. Lorsqu'elles vont à Bruxelles, elles trouvent à la fois des bureaux, elles trouvent à la fois des personnes qui sont capables de leur ouvrir les bonnes portes à Bruxelles. Donc un soutien, un accompagnement au niveau de la région. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Alors, ce que j'attends de l'État, de la cohérence. De la cohérence dans les discussions qui sont en cours. On peut prendre un sujet d'actualité qu'est le Mercosur. Je vais prendre un biais peut-être un peu différent de ce qui pourrait être évoqué par ailleurs et ce que d'autres seront capables de faire. Dans le Mercosur, chacun a le sujet pour nos différentes filières, notamment les filières viande, et l'impact que ça peut avoir. Je pense que d'autres seraient plus à même d'en parler que moi. Mais quand j'évoque la cohérence, je me dis, je regarde la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, stratégie nationale bas carbone, qui nous dit grosso modo, neutralité carbone à horizon 2050 et réduction des gaz à effet de serre pour les différents secteurs. Nous, en Bretagne, on nous demande de diviser nos gaz à effet de serre de 46%. Gaz à effet de serre d'origine agricole. Ça correspond quasiment à la tonne près à l'impact carbone de ce que l'on va importer du Mercosur. C'est-à-dire qu'on demande d'un côté à une région de baisser ses gaz à effet de serre d'origine agricole, 6 à 7 millions de tonnes équivalent CO2. Donc on va s'engager sur une agriculture. Et moi j'y crois, parce que c'est derrière un sujet de compétitivité et de durabilité économique. Donc surtout ne relâchons pas nos efforts sur la réduction de notre empreinte carbone et nos émissions de gaz. Il ne faut surtout pas renier. Mais la cohérence, c'est de se dire que ce que l'on va importer
ça va être aussi du carbone. C'est pas que de la viande, c'est pas que de la viande bovine, c'est aussi du carbone. Et les efforts qu'on va demander à une seule région vont être annihilés quasi entièrement par l'accord sur le Mercosur et sur les tonnes qui sont concernées. Donc ça, c'est un sujet, c'est le premier point, c'est le sujet de la cohérence. Le deuxième, c'est un sujet de compétitivité, évidemment. Faire en sorte que les entreprises qui ont besoin d'investir, les coopératives qui ont besoin d'investir, et on en a beaucoup en Bretagne, moi j'ai une liste longue comme le bras d'entreprises et de coop qui veulent investir dans des outils industriels, eh bien, puissent être accompagnées. On va le faire, nous, côté région. J'évoquais 26 millions d'euros d'aide depuis 2 ans. Le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire en Bretagne, c'est 35 milliards. Donc, à un moment donné, 26 millions versus 35 milliards, il va falloir qu'on s'y mette un petit peu à plusieurs, dont des fonds de l'État. Le président invitait à relocaliser, à choisir la France. Eh bien, faisons-le aussi pour notre agriculture, pour notre agroalimentaire, et consacrons des millions d'euros, des milliards même, sur plusieurs années pour moderniser nos outils. C'est impératif. C'est vraiment un sujet de compétitivité, non seulement, bien entendu, pour l'export, mais également, j'allais dire, et parce qu'il y a une forme, pour le coup là, de ruissellement. Lorsque l'on investit pour l'export, ça sert aussi les marchés locaux, ça sert aussi le marché national. Donc ça, c'était le message qu'on peut faire passer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je me tourne vers vous. Alors, on a entendu beaucoup de choses dans ces échanges et on a le sentiment qu'il y a en France une certaine réticence par rapport à l'export. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci pour ces échanges de ce matin. Président Fialip a dit tout à l'heure, il a cité 3 mots pour caractériser ce qu'est l'export, et je pense que ici dans cette salle nous sommes tous mobilisés et certains que cette dynamique d'export elle est essentielle pour la compétitivité de nos filières. Et moi, dans les mots que je citerai pour définir l'export, c'est la compétitivité à travers l'innovation, bien évidemment, la planification, qui n'est pas seulement un concept bolchevique qu'on pourrait penser, mais qui est un concept qui est, à mon avis, essentiel parce qu'on a besoin de tracer des perspectives et des prospectives pour connaître ce que nos concitoyens et les citoyens du monde demain consommeront et comment on prévoit, bien évidemment, la planification agricole et la production agricole nécessaire pour aboutir à la souveraineté alimentaire. Et puis, la production, qui n'est pas un gros mot, l'acte de produire, qui aujourd'hui doit faire partie intégrante des valeurs que nous souhaitons mettre en place. Alors c'est vrai que nous sommes dans on agit souvent dans un contexte, et je le vois moi à travers des débats, les débats au Parlement, c'est small is beautiful. Et le concept d'export peut rebuter beaucoup de personnes. Ils y voient comme un concept de délocalisation de l'agriculture. Pour autant, exporter, c'est transporter l'image de la France, de nos territoires, de nos régions. Et vous avez situé un certain nombre de marques tout à l'heure de la région Bretagne. Mais quelle fierté quand on est manchois aujourd'hui d'aller à l'autre bout du monde et de voir du beurre à Opé Isigny sur une assiette. Et je trouve que là aussi, ce sont des éléments et du beurre doux, et ce sont des éléments de fierté qui sont absolument essentiels. Et c'est vrai que voilà. Mais nous avons bien évidemment dans ce cadre une culture économique qui est historiquement tournée vers notre marché intérieur. Et la France, c'est un grand pays agricole, agroalimentaire, qui dispose d'un marché domestique qui est vaste et solvable. Et beaucoup de filières ont pu se développer sans dépendre particulièrement de l'export. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons en 2018 signé 35 plans de filière, et je sais que Jérôme Despé se souvient parfaitement de cela, nous avions demandé à l'époque qu'il y ait cette dimension export dedans, parce qu'il y a quelque chose à raconter, parce qu'il y a d'abord la production, ceux qui vont se tourner vers la production locale, pour les circuits courts, pour fournir des cantines, des EHPAD, des hôpitaux. Et puis, il y a le marché national de manière à aussi nourrir nos outils de production, les coopératives, les entreprises privées. Et puis, ce marché à l'international, parce que cette image de la France, elle est attendue, parce que la France a cette image d'une agriculture qui est durable, d'une agriculture de grande qualité. Et donc,
il y a à travers ces réticences une forme de perception assez négative de la mondialisation dans le débat public français. On le voit à travers ce qui transparaît au Parlement sur la question des traités internationaux. On débat beaucoup du Mercosur et on en débattra demain, la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une niche de la France insoumise. Et je pense que aujourd'hui, en France, sur le traité du Mercosur, nous sommes tous d'accord pour considérer que cela ne va pas dans le bon sens et que ce traité ne peut pas être signé dans l'État, et nous sommes cohérents depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Mais si je prends d'autres traités internationaux comme le CETA, traité de libre-échange, moi je vois ce que cela a pu apporter pour un certain nombre de nos filières, et notamment la filière laitière, la filière des vins et spiritueux sur ce traité commercial. Donc il ne faut pas avoir, je dirais, le marché mondial comme étant honteux, et on doit garder le contrôle, bien évidemment, des travaux qui sont les nôtres. Et puis c'est une vision qui peut freiner aujourd'hui les stratégies d'ouverture que peuvent avoir un bon nombre d'entreprises. Et puis aussi le manque de moyens parfois pour accompagner les structures en manque d'équipe commerciale internationale. Et moi, je rejoins ce que disait Yannick Fialip tout à l'heure, où on a besoin de porter la marque France, d'avoir une équipe de France aujourd'hui dans les salons internationaux, une équipe de France qui va, lorsqu'il y a des déplacements ministériels, présidentiels ou de présidents de région, c'est d'emmener avec soi des chefs d'entreprise pour bien tout simplement aller valoriser leur production et leur travail. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'investir plus encore sur l'export, même si il y a un risque, bien évidemment, parce que c'est un risque, mais c'est un investissement qui demain amène de la compétitivité et qui demain amène de la croissance. Alors, on peut arriver à faire coexister les deux notions, souveraineté alimentaire et exportation. Ce ne sont pas des notions qui s'opposent. Bien au contraire, souligne Dominique Chargé. Alors, vous avez évoqué le problème de la compétitivité. Bon, il a été également largement évoqué dans cette table ronde. Quelles seraient, en quelques mots, les pistes pour la relancer ? Oui. Alors, souveraineté alimentaire et exportation, on les oppose beaucoup trop souvent aujourd'hui. Et la souveraineté alimentaire, elle exige des filières qui soient au rendez-vous de la compétitivité. Et aujourd'hui, la compétitivité, elle va dépendre de volumes qui soient suffisants, que seul l'export peut garantir. Et l'export, il va sécuriser d'abord des revenus. Il va limiter aussi la dépendance aux fluctuations d'un marché intérieur. Il va permettre aussi des investissements qui vont renforcer l'autonomie productive. Autonomie productive égale souveraineté alimentaire. Et donc, on a des excédents structurants qui peuvent être très bien valorisés à l'international. C'est le cas du lait dont on parlait tout à l'heure, des céréales, des vins et des spiritueux. Et donc, ne pas exporter ces produits, ça revient aussi à fragiliser une filière, et ça revient à fragiliser des outils de production. Et donc, ça contribue directement au sujet de la souveraineté. Et donc, la compétitivité, ce sont des outils, c'est à travers l'innovation, à travers aussi la confiance que l'on doit porter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation géopolitique mondiale, la question de la confiance, elle est ténue, parce que vous avez le président des États-Unis qui, hier ou avant-hier, a changé encore de pied sur la question des tarifs douaniers et des taxes au niveau agricole. Et quand vous avez des pays comme les États-Unis, où la vérité du lundi n'est pas celle du mercredi, encore moins celle du vendredi, il est difficile d'avoir de la visibilité pour l'ensemble de nos bassins de production. Et puis aussi, c'est que la France, dans ce rôle, quand je disais tout à l'heure « small is beautiful », on n'est pas sur une île. On n'est pas tout seul. On doit évoluer dans un marché mondialisé, et donc on ne doit pas avoir peur. Et donc on doit se prémunir des attaques de nos concurrents. Et parfois, et on le disait ce matin en aparté avant le débat, mais souvent nos propres concurrents, ce sont aussi nos voisins européens
qui n'hésitent pas non plus à tailler des croupières à la France pour obtenir des marchés supplémentaires. Donc la compétitivité, c'est toujours être devant, c'est avoir un coup d'avance en termes d'innovation. C'est pour ça que nous avons, et dans le PLF, défendu le crédit impôt recherche, parce qu'il y en a besoin du crédit impôt recherche dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est aussi, et je le dis et je partage cela avec Arnaud Lécuyer, c'est de se battre pour une PAC qui soit suffisamment ambitieuse. Or, aujourd'hui, on perçoit que la maquette financière de la PAC, elle n'est pas à la hauteur des ambitions, notamment de la France, qui est le premier bénéficiaire net de la politique agricole commune. Et puis surtout, le deuxième danger qui nous guette aujourd'hui autour de la politique agricole commune, c'est le risque que la PAC soit fusionnée avec la politique de cohésion. Et si demain, ces deux budgets sont fusionnés, moi j'ai des craintes extrêmement fortes sur la capacité demain à pouvoir financer à la fois nos exploitations, financer nos filières et qu'elles puissent demeurer compétitives, et cela tendrait à les fragiliser. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qui a été évoqué par Nicolas Ozanam, de la filière vin et spiritueux. Il a parlé des droits de douane, mais il a également parlé du sujet de la standardisation avec l'étiquetage comme étant parfois un frein à l'export. Est-ce qu'on peut aller vers une simplification? Ce sujet de la simplification est important. Oui, alors ça fait partie des sujets. Avec ma collègue Nicole Lepé, députée du Morbihan, que je salue, on est amené à souvent traiter ce sujet de l'étiquetage. Et nous avons eu l'occasion, dans une niche du Rassemblement national dernièrement, à retraiter ce sujet. C'est un sujet qu'on ne peut pas traiter tout seul parce que c'est le droit européen qui s'applique. Et donc on peut se faire plaisir en faisant des propositions de loi ou des projets de loi toutes les semaines sur des sujets comme ceux-là. Ça ne change rien, c'est au niveau européen. Et donc on doit avoir là aussi une équipe de France, à la fois des parlementaires français, tous confondus, et des parlementaires européens, tous confondus également, pour faire fléchir la Commission sur un certain nombre de sujets. Parce que l'étiquetage, c'est aussi un des moyens qui est concret pour fluidifier l'accès au marché. Pourquoi c'est un frein aujourd'hui? Parce que il y a la multiplicité des formats, des obligations selon les pays qui sont divers, les langues, les logos, les allergènes, les valeurs nutritionnelles, les mentions environnementales, et chaque pays n'avance pas de la même manière et à la même vitesse sur des sujets comme cela. Il y a aussi le coût élevé pour les entreprises parce que c'est le redesign des packaging, ce sont des stocks qui sont séparés, c'est le risque d'erreur, et puis des délais supplémentaires sur les mises en marché. Alors on a identifié un certain nombre d'actes de simplification qui sont possibles sur cette question de l'étiquetage et de l'identification et de la transparence, parce que on a besoin de répondre à cette demande de transparence de nos concitoyens qui, aujourd'hui, dans les années 70, vous mettiez un bien sur le marché à vendre, les consommateurs l'achetaient et ne se posaient pas de questions. Aujourd'hui, le consommateur, il a envie de savoir comment ce produit il a été fabriqué, dans quelles conditions les animaux, les biens ont été élevés et transformés. Il veut avoir la transparence sur ce qu'il a dans son assiette parce qu'il considère que la qualité de son assiette va contribuer à sa bonne santé et à diminuer les pathologies qui peuvent exister. Donc, c'est comment on peut promouvoir à la fois des standards internationaux qui sont convergents via le codex. C'est comment on développe des formats d'étiquettes qui soient modulaires avec un tronc commun qui soit européen. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. C'est comment on peut travailler avec le numérique. Je sais qu'avec les vins et les spiritueux, on avait fait un gros travail là-dessus, parce que lorsque vous avez une bouteille entre la collerette, l'étiquette, la contre-étiquette, vous ne pouvez pas mettre toutes les informations destinées aux consommateurs. Donc avec les systèmes de QR code, les consommateurs, ils peuvent aller chercher l'information. C'est ce qu'avait fait France Filière Pêche aussi à un moment sur ces rayons avec les QR codes où on voyait, vous aviez la photo du bateau, la photo du patron pêcheur, le lieu à peu près où avait été pêché le poisson. Je trouve que ce sont des éléments de traçabilité et de transparence qui sont aujourd'hui absolument essentiels et on ne peut pas y échapper. Et puis c'est travailler aussi sur la reconnaissance mutuelle des conformités. Quand on a un produit qui est déjà conforme européenne, qui sont stricts, on doit avoir une acceptation simplifiée par les pays et cela faciliterait grandement la volonté d'export.
Merci beaucoup Stéphane Travers. Très rapidement, Dominique Chargé, vous souhaitiez ajouter quelque chose et ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Oui, pardon. D'abord, je voudrais m'associer à ce qu'a dit Stéphane sur les questions de compétitivité, planification, production, qui ne sont pas des gros mots, et sur la nécessité de chasser en meute. Mais dans les contraintes, on a évoqué beaucoup de choses et les contraintes tarifaires ont été très largement évoquées. Les contraintes sanitaires aussi. Je voudrais ajouter sur les contraintes sanitaires la nécessité, puisqu'on a quand même une récurrence des crises sanitaires en France, la nécessité de travailler avec les autorités administratives sur des zones, des mesures de zonage qui nous permettraient de continuer à avoir des certificats d'export sur les zones qui seraient indemnes en cas de crise sanitaire, et ça, on insiste beaucoup. Après, on a évidemment parlé beaucoup de complexité administrative, complexité de manière générale, on n'a pas parlé d'assurance export. L'assurance export, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui au niveau du comportement des organismes d'assurance export qui ont tendance d'abord à être très inflationnistes sur le plan des contraintes et à se retirer tout simplement parfois de la couverture sur certaines destinations. Donc ça, il faut qu'on travaille beaucoup plus avec la DG Trésor. On n'a pas parlé de la complexité des circuits de distribution dans certains pays où on aurait besoin d'un accompagnement beaucoup plus fort de la part des autorités et probablement de nos structures administratives et les structures d'État sur place pour avoir une meilleure lisibilité de ces structures. Et puis, le dernier point que je voulais aussi mettre en avant, sur la complexité, en tout cas les freins qu'on a aujourd'hui, c'est celui de l'augmentation du coût du fret, depuis notamment la guerre en Ukraine, qui a suivi l'augmentation du coût d'énergie, mais qui a surtout entraîné une très grande modification des flux et donc une augmentation du coût du fret de 14 à 22% en fonction des frets auxquels on a recours. Et ça, c'est vraiment des choses qui pèsent aujourd'hui sur aussi nos capacités d'exportation. Voilà, désolé d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup à vous quatre. Je vous invite à regagner la salle. Un grand merci.